Si tu souhaites réviser les mouvements dans un champ de pesanteur uniforme et dans un champ électrique, tu es au bon endroit. Je t'ai préparé une vidéo complète dans laquelle on va revoir toutes les connaissances et savoir-faire à parfaitement maîtriser sur ce thème. Au programme, équation horaire, équation de la trajectoire, avec et sans condition initiale, ou encore mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique. Tout ça dans des vidéos de cours et d'exercices du bac corrigé. N'hésite pas à utiliser le chapitrage de la vidéo pour naviguer vers les thèmes qui t'intéressent. Et tu trouveras en description un fichier PDF avec tous les énoncés des exercices abordés, parfait pour t'entraîner en autonomie. C'est parti! Bonjour! Dans cette vidéo, je te propose de revoir ensemble le cours sur les mouvements dans un champ de pesanteur uniforme. Je vais te détailler toutes les méthodes à parfaitement maîtriser et les pièges à éviter pour aborder sereinement les exercices du bac sur ce thème qui tombent très souvent. On va parler d'équations horaires, de coordonnées de vecteurs et de constantes d'intégration. Prêt? C'est parti! Alors pour commencer, c'est quoi un champ de pesanteur uniforme? Qu'est-ce que ça veut dire? Comme tu as dû le voir en classe de première, tous les objets qui ont une masse exercent autour d'eux un champ de gravitation. La Terre, par exemple, génère un tel champ. Les objets qui se trouvent dans ce champ subissent une force qui les attire vers le centre de la Terre. Mais attention, le champ gravitationnel terrestre n'est pas uniforme. Dire qu'il n'est pas uniforme, cela signifie que le vecteur champ de gravitation, sa direction, son sens ou sa valeur, varie en fonction de l'endroit où l'on se trouve. D'abord, l'intensité du champ dépend de la distance avec le centre de la Terre. Elle diminue lorsqu'on s'éloigne du centre de la Terre. Et ensuite, la direction n'est pas la même partout. Les lignes de champ ne sont pas parallèles et convergent vers le centre de la Terre. Maintenant, si l'on zoome localement, par exemple près de la surface de la Terre, on peut faire l'approximation que le champ gravitationnel est uniforme. Cela signifie que sa direction est celle de la verticale du lieu, son sens est toujours vers le bas, et son intensité est considérée constante. En résumé, le champ de pesanteur est une simplification locale du champ gravitationnel, et tu vas rapidement comprendre, dans la suite de ce chapitre, que cela permet une étude simplifiée des mouvements, avec l'application de la seconde loi de Newton. Maintenant qu'on a planté le décor, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet et étudier le mouvement d'un système dans un champ de pesanteur uniforme. Prenons tout de suite un cas à la fois simple et classique, que tu retrouveras dans de nombreux exercices et qu'il faut donc parfaitement maîtriser. On s'intéresse à un système qui possède une certaine masse, par exemple une balle, et son centre de masse est noté grand M. Elle est lancée d'une certaine hauteur petit h avec une certaine vitesse initiale notée V0. Et cette étude se fait bien dans un champ de pesanteur uniforme. Ton objectif en classe de terminale, c'est d'être capable d'établir les équations horaires du mouvement. Autrement dit, de retrouver les coordonnées du vecteur vitesse, puis du vecteur position du système, en fonction du temps. Et c'est pour ça qu'on parle d'équation horaire, puisque c'est en fonction du temps. Pour faire ça, il faut que tu retiennes bien les différentes étapes, car elles se répètent dans tous les exercices, plutôt que d'apprendre par cœur les expressions, qui elles peuvent varier. La première étape consiste tout simplement à identifier le référentiel et le repère d'étude. Pour étudier un mouvement, il est nécessaire de préciser le référentiel. Pour décrire le mouvement d'objet au niveau de la surface de la Terre, on choisit le référentiel terrestre, en précisant bien qu'il est considéré galiléen. C'est important de le préciser, car c'est ça qui va nous permettre d'appliquer la seconde loi de Newton. Pense-y, c'est le point de départ qui va nous amener à établir les équations horaires du mouvement, notre objectif. Il faut également un repère d'espace lié à ce référentiel, permettant de repérer les différentes coordonnées. Si cela peut te rassurer, en général, ce repère est défini par un schéma dans les exercices pour t'aider à bien visualiser la situation étudiée. Avec une origine au niveau du sol, l'axe OZ, qui est parfois noté OY, orienté verticalement vers le haut, et l'axe OX, orienté horizontalement vers la droite. Une fois qu'on a planté le décor, on va donc pouvoir utiliser la seconde loi de Newton. Pour ça, étape 2, on va identifier les forces mises en jeu. Le système n'est soumis qu'à son poids. L'action de l'air est négligée. Et c'est l'occasion de te rappeler qu'un système qui n'est soumis qu'à son poids est dit en chute libre. Du coup ici, d'après la seconde loi de Newton, on peut écrire que la somme des forces extérieures qui s'appliquent sur le système, dans ce référentiel terrestre supposé galiléen, est égale au produit de sa masse par son accélération, somme des forces égale ma. Puisqu'on est dans le cas de l'étude d'une chute libre, comme on l'a dit, la somme des forces extérieures se résume au poids du système. On remplace alors le poids par son expression, m fois g, et on remarque que m, la masse de l'objet,
apparaît des deux côtés de l'équation, ce qui permet de simplifier par m en divisant par m dans chaque membre. Et on retrouve ainsi ce résultat. Le vecteur accélération du système est égal au vecteur champ de pesanteur, ce qui veut dire que lors de cette chute libre, l'accélération de la balle est constante, et ses coordonnées dans le repère sont du coup les mêmes que celles du vecteur petit g. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir retrouver les coordonnées du vecteur accélération du système. C'est parfait puisque c'est ce qui va nous permettre ensuite de remonter à celle de son vecteur vitesse, puis de son vecteur position. Alors comment faire ça? Eh bien tout simplement en allant chercher dans le repère d'étude les coordonnées de G qui sont, comme on vient de le dire, égales à celles de A. On arrive donc ici à un premier savoir-faire à bien maîtriser. Tu dois être capable de retrouver les coordonnées d'un vecteur dans un repère, par projection sur les axes. Il faut bien faire attention puisque, comme je te l'ai dit, le repère peut parfois varier. On regarde bien ici. En projetant sur les axes du repère, on obtient sur OX 0, la coordonnée selon l'axe OX du vecteur G est 0, et sur OZ, moins G, puisque le vecteur G a la même direction que OZ, mais son sens est opposé, d'où ce signe moins, tout simplement. On détermine ainsi les coordonnées du vecteur accélération du système. Puis on continue, tranquillement, et on va maintenant aller chercher les équations horaires de la vitesse. Pour les déterminer, tu dois te souvenir de cette définition. Le vecteur accélération est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, ce qui implique que les primitives des coordonnées du vecteur accélération permettent d'obtenir les coordonnées du vecteur vitesse. Je commence donc tranquillement par écrire celle du vecteur accélération, puis j'indique qu'on cherche les primitives. Pour t'aider, je te remets ici les 3 formes de primitives que tu dois connaître et qui te permettront d'aborder sereinement tes exercices en mécanique. On va le faire ici doucement pour que tu comprennes bien. Par exemple, pour AX égale à 0, sa primitive est une constante, que je note ici C1, pour indiquer qu'il s'agit d'une constante, et avec un petit 1 en indice, pour la différencier des autres constantes d'intégration que l'on va utiliser dans les autres primitives. Pour AZ égale -G c'est une constante, c'est l'opposé de la valeur de l'intensité du champ de pesanteur. Du coup, sa primitive, elle est de cette forme-là, -gt plus une constante d'intégration, que je note C2. Il ne faut pas perdre de vue ici que c'est petit t notre variable. Habituellement, en mathématiques, la variable est notée petit x. Allez, on a presque retrouvé les coordonnées du vecteur vitesse. Pour terminer ce travail, on va devoir déterminer les constantes d'intégration C1 et C2. Et pour ça, la méthode est finalement assez simple. Pour déterminer les constantes d'intégration, il faut simplement te souvenir qu'on utilise les conditions initiales. Ici, les conditions initiales pour la vitesse, évidemment, puisqu'on cherche les coordonnées du vecteur vitesse. Ce qui veut dire qu'à cette étape, tu prends le temps de relire l'énoncé et tu analyses le schéma, si tu en as un à ta disposition, pour retrouver les coordonnées du vecteur vitesse à l'instant initial, à t égale à 0 secondes, habituellement noté v0. Petite remarque, parfois dans des cas simples, il n'y aura pas de vitesse initiale, auquel cas les coordonnées du vecteur vitesse initial seront simplement 0, 0. Du coup ici, une nouvelle projection de vecteurs sur les axes OX et OZ est nécessaire. Tu comprends donc bien pourquoi je te disais tout à l'heure que c'est un savoir-faire à bien maîtriser. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo de cours complète que tu retrouveras dans la playlist du chapitre et vers laquelle je te renvoie si tu n'es pas très à l'aise avec ces projections. Là aussi, on va le refaire tranquillement ensemble, en projetant le vecteur V0. On fait pour ça apparaître les différentes composantes du vecteur. V0x est ici, c'est le côté adjacent à l'angle alpha. Et on peut l'exprimer en fonction de l'hypoténuse qui correspond bien à la norme de V0. Et je te rappelle que c'est le cosinus de l'angle qui permet de relier le côté adjacent et l'hypoténuse. Cosinus égale côté adjacent divisé par hypoténuse. Avec le produit en croix, on retrouve que V0x est égal à V0 fois cosinus alpha. Même chose pour V0z qui est ici. C'est le côté opposé à l'angle alpha dans le triangle rectangle. Et grâce au sinus de l'angle alpha, on va pouvoir le relier à l'hypoténuse et au côté opposé. V0z est égal à V0 fois sinus alpha. Les coordonnées du vecteur vitesse initial, c'est-à-dire à l'instant t égale à 0 secondes, si on remplace petit t par 0 ici, sont respectivement égales aux constantes C1 et C2, aux constantes d'intégration. Du coup, c'est fini, on a retrouvé les équations horaires de la vitesse, c'est-à-dire les coordonnées du vecteur vitesse en fonction du temps. Avant de continuer, j'aimerais te rassurer. Lorsque tu vas t'entraîner avec des exercices du bac,
Tu verras que tu seras souvent bien guidé dans ces différentes étapes. Parfois même, on te donnera l'expression des coordonnées à retrouver, ce qui te facilitera la tâche. Plus que jamais, je t'encourage à faire et à regarder les vidéos de ces exercices corrigés dans la playlist du chapitre. Allez, on continue. Il faut maintenant aller chercher les équations horaires de la position. Et on va pour ça tout simplement reproduire la même méthode. Par définition, tu sais que le vecteur vitesse est égal à la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Du coup, cette fois, ce sont les primitives des coordonnées du vecteur vitesse qui permettent d'obtenir celles du vecteur position, que j'ai noté ici OM, toujours en utilisant les trois formes de primitives que j'ai pris soin de te réécrire ici. Pour Vx, qui est égal à V0 cos alpha, c'est une constante. Cette coordonnée ne dépend pas du temps. Donc on va chercher la forme de la primitive, qui fait apparaître une nouvelle constante d'intégration, qu'il faudra déterminer par la suite. Et pour Vz, c'est de cette forme-là. Une constante fois la variable, plus une autre constante. Donc la primitive aura cette expression. Moins 1 demi de gt carré, plus V0 sin alpha t, plus une constante d'intégration. Et est-ce que tu te souviens comment procéder pour déterminer les constantes d'intégration C3 et C4 ? Exactement comme tout à l'heure. On va utiliser les conditions initiales. Quand je dis les conditions initiales, comme on cherche les coordonnées du vecteur position, on va déterminer les constantes d'intégration grâce aux coordonnées du vecteur position initiale, à t égale à 0, noté OM0. Là aussi, petite remarque, parfois dans des cas simples, l'objet se trouvera initialement au niveau de l'origine du repère, auquel cas les coordonnées du vecteur position initiale seront simplement 0, 0. Ici, on prend le temps d'analyser tranquillement l'énoncé pour extraire ces informations. La balle, elle est jetée d'une certaine altitude, notée petit h. Du coup, pour les coordonnées du vecteur position OM0, ça nous donne petit h pour la coordonnée sur OZ, et sur OX, c'est égal à 0. On remplace C3 et C4 pour retrouver l'expression des coordonnées du vecteur OM, du vecteur position. Et c'est fait, on a retrouvé les équations horaires du mouvement. Si tu es arrivé jusque-là, je te félicite pour ta concentration. Et comme d'habitude, n'hésite pas à poser des questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair. Je prends régulièrement le temps d'y répondre. Pour être tout à fait complet, je vais t'expliquer comment déterminer ce qu'on appelle l'équation de la trajectoire. C'est également une notion que tu peux retrouver dans les exercices du bac. Alors c'est quoi l'équation de la trajectoire ? Je te rappelle déjà que lors de l'étude d'un mouvement, la trajectoire, c'est le chemin suivi. Eh bien, l'équation de la trajectoire, c'est tout simplement la relation qui va lier les coordonnées du vecteur position entre elles, indépendamment du temps. Autrement dit ici, dans ce repère OX, OZ, on va chercher à exprimer Z en fonction de X. Je te rappelle que cette notation, Z avec petit x entre parenthèses, ça signifie Z en fonction de X. Et comment faire ça ? Quelle est la méthode à suivre ? On va repartir de ce que l'on vient d'établir, des équations horaires de la position, avec les coordonnées x de t et z de t. Finalement ici, on cherche à éliminer le temps de ces équations. Et pour ça, on va suivre deux étapes simples. À partir de l'une des équations horaires, ici à partir de x de t, on exprime le temps, petit t. Finalement, petit t en fonction de x. Pour faire ça, il suffit de diviser par V0 cos alpha de chaque côté du signe égal, comme je te le montre ici. Ensuite, il ne reste plus qu'à substituer petit t, le temps, dans l'autre équation horaire, z de t, pour obtenir l'équation de la trajectoire, z en fonction de x et plus z en fonction de t. Substituer, ça signifie qu'on remplace la variable t par une autre expression, en l'occurrence celle que l'on vient d'établir en fonction de x, comme je te le montre ici. Et ça permet bien d'obtenir l'équation de la trajectoire avec z en fonction de x et plus en fonction de t. Et on peut d'ailleurs simplifier cette expression, en se souvenant bien que le rapport sinus sur cosinus est égal à tangente. Si on fait un petit lien avec ton cours de mathématiques, il s'agit de l'expression d'une fonction polynôme du second degré, représentée graphiquement par une parabole qui a cette allure. Et cette allure, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'allure de la trajectoire de la balle lors d'un lancer avec une certaine vitesse initiale, tout simplement. Dernière chose et on a fini, avec un point sur le vocabulaire que tu pourras aussi retrouver dans des questions. Le calcul de la portée. La portée, elle représente la distance parcourue horizontalement par l'objet, depuis son point de départ jusqu'au moment où il touche le sol. En d'autres termes, c'est la longueur totale de son vol, qui correspond à l'abscisse de ce point. Pour déterminer cette distance, on se pose cette question. À quel endroit l'objet atteint le sol ? Finalement, mathématiquement,
Il faut que tu arrives à visualiser que cela revient à chercher la solution de l'équation suivante. Z de x est égal à 0. Pourquoi ça? Eh bien parce que z de x exprime la position verticale de l'objet à un instant donné, et lorsque z de x égale 0, cela signifie que l'objet est au niveau du sol. Lorsque ce prolongement et le calcul de la portée seront abordés, tu seras évidemment guidé. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment étudier les mouvements dans un champ électrique uniforme, à l'aide de la deuxième loi de Newton, pour obtenir facilement les équations horaires et l'équation de la trajectoire d'une particule chargée. On utilise notamment des champs électriques pour dévier les particules lorsqu'on réalise une radiographie avec un scanner à rayons X ou encore lors du fonctionnement des accélérateurs de particules. Pour commencer, il faut déjà comprendre ce qu'est un champ électrique uniforme et comment l'obtenir à l'aide d'un condensateur. Pour rappel, un condensateur plan est constitué de deux armatures planes qui sont conductrices et parallèles entre elles. Lorsqu'on applique une tension électrique entre ces armatures, cela engendre un champ électrique, E, qui est uniforme entre les armatures, perpendiculaire aux armatures et orienté de l'armature positive vers l'armature négative. Je te rappelle que lorsque l'on parle de champ vectoriel uniforme, cela signifie qu'il garde la même norme, la même direction et le même sens en tout point d'une région de l'espace considéré, donc ici entre les armatures. Exactement comme on l'a déjà étudié avec le champ de pesanteur au voisinage de la Terre. La valeur du champ électrique, créé par un condensateur plan, dépend de la valeur de la tension appliquée entre les armatures et de la distance qui les sépare. Tu pourras être amené à faire des calculs à partir de cette formule. Il faut donc bien la retenir avec ces unités. On voit que la valeur du champ électrique est d'autant plus grande que la tension est élevée et que la distance entre les armatures est petite. Alors qu'est-ce que la présence d'un champ électrique implique en termes de mouvement et de force subie pour une particule chargée? Là aussi, je te rappelle que lorsqu'une particule portant une charge électrique Q positive est placée dans un champ électrique, elle subit une force électrique qui a cette expression Fe égale QE. Regardons ce qu'il se passe pour les particules chargées positivement et les particules chargées négativement. Cette force électrique est toujours collinéaire au vecteur champ électrique, mais elle sera orientée dans le même sens si Q est positif et dans le sens opposé si Q est négatif. Retiens donc bien que l'orientation de la force dépend du signe de la charge électrique portée par la particule étudiée. Avec tous ces rappels, on va maintenant pouvoir entrer dans le vif du sujet et appliquer la deuxième loi de Newton à une charge électrique pour déterminer les coordonnées, d'abord de son vecteur accélération, puis on va remonter jusqu'aux équations horaires du mouvement. On prendra évidemment soin dans un exercice, avant de l'appliquer, de préciser que l'étude de ce mouvement se fait dans un référentiel terrestre supposé galiléen. Lors de ces études, on se limitera au cas où le poids est négligeable, et on supposera que la particule ne subit que la force électrique. Ce résultat pourra d'ailleurs être démontré dans un exercice. On en déduit donc que l'accélération de la particule est constante, comme E est constant, et que la charge Q et la masse m de la particule chargée restent constantes. Cela implique que le mouvement d'une particule chargée sera uniformément accéléré. Dans cette situation, on étudie une particule de charge positive, Q, et de masse m, lâchée avec une vitesse initiale v0. Le champ électrique est orienté selon l'axe OX, ce qui nous permet d'en déduire les coordonnées du vecteur champ électrique. EX est égal à E, et EY est égal à 0, puis avec ce résultat, celle du vecteur accélération. C'est ce qu'on cherchait à obtenir. Ici, comme Q est positif, eh bien AX est aussi positif. Le vecteur accélération est de même sens que le vecteur champ électrique. Et il est orienté selon l'axe OX. D'ailleurs, on peut remarquer que ce résultat est cohérent, puisque cette particule chargée positivement sera bien attirée par l'armature négative du condensateur. À partir de ces coordonnées, on va continuer à appliquer la même méthode que lors de l'étude des mouvements dans un champ de pesanteur uniforme, et c'est avec les conditions initiales du mouvement et l'intégration par rapport au temps des coordonnées du vecteur accélération qu'on va pouvoir obtenir celle du vecteur vitesse puis du vecteur position.
Les primitives, elles font apparaître des constantes qui correspondent aux conditions initiales du mouvement, soit ici, les composantes du vecteur vitesse initiale v0 de la particule, que je vais venir chercher ici. Attention, évidemment, les conditions initiales vont varier en fonction des situations étudiées. Ici, à t égale à 0, on en déduit les composantes du vecteur vitesse. v0x égale à 0 et v0y égale v0, ce qui correspond aux constantes c1 et c2. On en déduit finalement les coordonnées du vecteur vitesse. On continue tranquillement et on intègre maintenant les coordonnées du vecteur vitesse pour déterminer celles du vecteur position, x de t et y de t. Ce sont elles qu'on appelle les équations horaires du mouvement. Elles sont appelées comme ça parce qu'elles permettent de déterminer la position au cours du temps, x et y, en fonction de t. Le terme horaire est ici utilisé pour se référer au temps. Comme on l'a déjà vu tout à l'heure, les primitives vont faire apparaître des constantes qui vont correspondre aux conditions initiales du mouvement. Donc ici, les composantes du vecteur position initiale de la particule, que je note OM0, qui dépendent de sa position initiale dans le repère. Donc pour nous ici, c'est 0, 0, puisque la particule se trouve au niveau de l'origine du repère. On en déduit ainsi les coordonnées du vecteur position. Pour terminer, et d'ailleurs ça sera souvent demandé en fin d'exercice, on va voir comment, à partir des équations horaires du mouvement, il est possible de déterminer l'équation de la trajectoire, y en fonction de x, du système étudié. Pour ça, il va falloir éliminer le temps, en appliquant cette méthode. On commence tout simplement en exprimant petit t à partir d'une équation horaire. Comme je te l'ai fait ici à partir de x de t, j'ai isolé petit t, qui est maintenant exprimé en fonction de x. Puis, on le substitue dans l'autre équation horaire pour obtenir l'équation de la trajectoire, y en fonction de x. J'ai tout simplement ici remplacé t par l'expression trouvée. Finalement, ce qu'il faut bien retenir dans ce cours, c'est les méthodes suivies pour obtenir les équations horaires et l'équation de la trajectoire. Il n'est pas nécessaire de retenir ces formules qui vont varier en fonction des conditions initiales selon la situation étudiée. J'espère t'avoir aidé à mieux comprendre et je te conseille de bien t'entraîner, par exemple avec des exercices disponibles dans cette playlist, pour t'aider à retenir ces méthodes. Dans cette vidéo, tu vas pouvoir réviser les méthodes à suivre pour établir les équations horaires du mouvement, puis l'équation de la trajectoire. Ce sont des savoir-faire à parfaitement maîtriser qui tombent chaque année dans des sujets de bac. Et pour bien t'expliquer comment faire, je te propose justement de corriger ensemble cet extrait tombé cette année, et je te laisse le soin de mettre la vidéo en pause pour d'abord essayer de le faire seul. Pour commencer, je te rappelle que les équations horaires d'un mouvement décrivent la position, la vitesse et l'accélération d'un système en fonction du temps. Ce sont donc les coordonnées de ces différents vecteurs qu'on cherche à établir dans la première question. On est ici dans une étude très classique du mouvement d'un skateboarder sur Terre dans un référentiel supposé galiléen. C'est important de bien préciser dans ta rédaction qu'on se place dans ce type de référentiel pour pouvoir ensuite appliquer la deuxième loi de Newton. Somme des forces égale ma, c'est notre point de départ. Pour l'appliquer, on a donc besoin d'établir le bilan des forces qui s'exercent sur le système étudié. Ici, comme souvent, on te précise qu'on néglige l'action de l'air pour se retrouver dans une situation où le système est uniquement soumis à son poids. On retrouve alors ce résultat que tu dois reconnaître, le vecteur accélération du centre de masse est égal au vecteur champ de pesanteur. Tu dois aussi bien savoir que c'est l'intégration du vecteur accélération par rapport au temps et les conditions initiales qui vont nous permettre d'obtenir les coordonnées du vecteur vitesse, et ensuite de remonter jusqu'à celles du vecteur position. Du coup, on va commencer par chercher les coordonnées de G pour retrouver ensuite celles de A. Pour ça, je regarde bien le repère retenu dans l'énoncé, composé d'un axe horizontal OX, orienté vers la droite, et d'un axe vertical OZ, orienté vers le haut. Je t'ai représenté ici G pour t'aider à le projeter sur les axes. Du coup, la composante sur l'axe OX est égale à 0, et sur l'axe OZ est égale à moins G. G est bien dans le sens opposé à celui de l'axe OZ, d'où ce signe moins. Maintenant qu'on a retrouvé les coordonnées du vecteur accélération, on continue tranquillement. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est l'intégration de ce vecteur par rapport au temps et les conditions initiales qui permettent d'obtenir les coordonnées du vecteur vitesse. Je t'ai remis ici les trois types de primitives que tu dois absolument connaître dans ce chapitre
où les lettres petit k représentent des constantes. Par exemple, pour ax est égal à 0, sa primitive par rapport au temps est une constante, que j'ai notée ici C1. Pour az, qui est égal à moins g, c'est donc une constante, sa primitive a bien cette forme-là. Comme tu peux le voir, les primitives font apparaître des constantes, notées donc ici C1 et C2. Pour pouvoir les déterminer, on va utiliser les conditions initiales de la vitesse. Autrement dit ici, les composantes du vecteur vitesse initial, Vd, c'est-à-dire lorsque t est égal à 0, que je vais venir chercher ici dans l'énoncé. Il est donc nécessaire de le projeter sur les axes OX et OZ pour déterminer ses coordonnées et en déduire les constantes C1 et C2. On va avoir besoin pour ça d'utiliser les relations de trigonométrie que je te renote ici, dans le triangle rectangle colorié en jaune. Vdx, par projection, c'est bien ce côté, le côté adjacent. Il est donc égal à Vd, l'hypoténuse, multiplié par le cosinus de l'angle β. Vdz, c'est bien ce côté-là, le côté opposé, qui est égal à Vd, multiplié par sinus β. On vient du coup de déterminer les constantes d'intégration C1 et C2 qui nous permettent de compléter les coordonnées du vecteur vitesse. On va pouvoir s'en servir et réappliquer la méthode pour déterminer maintenant les coordonnées du vecteur accélération et finir d'établir les équations horaires du mouvement demandé. C'est bien l'intégration du vecteur vitesse par rapport au temps et les conditions initiales qui permettent d'obtenir les coordonnées du vecteur position, toujours en se servant de ces primitives. Par exemple, pour Vx, qui est égal à Vd cos β, il s'agit bien d'une constante qui ne dépend pas du temps. Donc la primitive x de t a bien cette forme-là. Pour Vz, qui est égal à moins gt plus Vd sin β, sa primitive par rapport au temps aura cette forme-là. Ensuite, comme tout à l'heure, on va aller chercher dans l'énoncé les informations sur les conditions initiales de la position pour pouvoir déterminer les constantes C3 et C4, que je te surligne ici en jaune. At égale à 0, x0 est égal à 0, et z0 est noté z0. Ce qui permet d'en déduire les constantes C3 et C4, et du coup, l'expression des composantes du vecteur position OG. Et voilà, on a terminé d'établir les équations horaires du mouvement, qui décrivent bien la position, la vitesse et l'accélération du skateboarder en fonction du temps. Dans la question suivante, on va voir comment à partir de ces équations horaires du mouvement, on peut en déduire l'équation de la trajectoire. Là aussi, je commence par te rappeler que l'équation de la trajectoire, c'est l'équation qui permet de définir la trajectoire du système en exprimant une coordonnée en fonction des autres. Ici, elle est de la forme z en fonction de x, comme on nous le rappelle dans l'énoncé. Pour ça, il suffit de suivre ces deux étapes simples. À partir de l'équation horaire x de t qu'on vient d'établir, on va exprimer le temps, petit t, que j'isole. Ensuite, on le substitue, c'est-à-dire qu'on remplace t, le temps, par l'expression trouvée, dans l'autre équation horaire, pour obtenir l'équation de la trajectoire, z en fonction de x. Et voilà ce que ça nous donne. L'équation est un peu complexe à écrire, mais pas difficile à établir. Pense à bien t'entraîner. Dernière étape, en simplifiant, en se souvenant que le sinus divisé par le cosinus est égal à la tangente, on retrouve bien l'expression proposée dans l'énoncé. Bonjour! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir réviser l'étude d'un mouvement dans un champ de pesanteur uniforme. On va pour ça corriger ensemble pas à pas cet exercice d'un sujet de bac en reprenant bien la méthode à suivre dans le cas de l'étude d'une chute libre, c'est-à-dire lorsqu'un système n'est soumis qu'à son poids. Un grand classique à bien maîtriser. Je te rappelle rapidement qu'à la surface de la Terre règne un champ de pesanteur, noté petit g, qu'on considère comme uniforme. On étudie ici le mouvement du centre de masse d'une personne, c'est notre système, étudié dans le référentiel terrestre, supposé galiléen. C'est une information importante qui nous permet d'utiliser la deuxième loi de Newton. L'axe des Z est dirigé selon la verticale, orientée vers le haut, et l'origine O est prise au niveau du sol. Je vais d'ailleurs tout de suite la représenter ici, elle nous sera utile par la suite. À la date t égale à 0 secondes, cette personne s'élance sans vitesse initiale. Ça, c'est ce qu'on appelle les conditions initiales. On va aussi en avoir besoin pour réaliser ce qui nous est demandé. Établir, dans le cadre du modèle de la chute libre,
l'équation horaire de l'altitude du centre de masse de cette personne en fonction de petit t, de g et de son altitude au départ. Donc la première chose à faire, comme d'habitude, c'est de définir le système et le référentiel d'étude pour pouvoir appliquer la deuxième loi de Newton. Pourquoi la deuxième loi de Newton? Parce que c'est elle qui constitue notre point de départ, qui va nous permettre de déterminer les coordonnées du vecteur accélération, pour ensuite remonter par intégration successive à celle des vecteurs vitesse puis position. Je vais te montrer comment faire ça tranquillement, pas à pas. Ici, il s'agit bien d'une chute libre, donc le système n'est soumis qu'à son poids, on l'a dit tout à l'heure, qu'on peut remplacer par son expression mg. Puis en simplifiant par m chaque membre, on retrouve ce résultat qu'il est bien de retenir. Lors d'une chute libre, le vecteur accélération du centre de masse du système est constant, égal au champ de pesanteur petit g. Donc, en projetant sur l'axe OZ du repère, choisi dans l'énoncé, on retrouve la composante de l'accélération sur cet axe. AZ est égal à moins g. Je te rappelle que par définition, le vecteur accélération est égal à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc finalement, on peut écrire que AZ est égal à d de Vz sur dt. On obtient ainsi la composante Vz de t en intégrant celle du vecteur accélération par rapport au temps. Pour retrouver la coordonnée du vecteur vitesse sur l'axe OZ, je cherche l'inverse de la dérivée, c'est ce qu'on appelle la primitive. On obtient Vz est égal à moins gt plus une constante. On peut d'ailleurs vérifier qu'en dérivant ici par rapport à t, on retrouve bien moins g, qui correspond à la coordonnée du vecteur accélération sur OZ. Maintenant, il va falloir déterminer cette constante d'intégration. J'ai noté ici C1. Pour ça, il faut te souvenir que c'est les conditions initiales de la vitesse, indiquées dans l'énoncé, qui vont nous permettre de le faire. À la date t égale à 0, cette personne s'élance sans vitesse initiale. Je peux donc écrire que V0 de z est égal à 0. La composante du vecteur vitesse sur l'axe OZ est égale à 0. En remplaçant, dans l'expression qu'on vient de déterminer, t par 0, on retrouve que la constante d'intégration est égale à 0, à cette vitesse initiale. On retrouve bien que lors d'une chute libre sans vitesse initiale, la vitesse est proportionnelle à la durée de la chute, mais ne dépend pas de la masse du système. Ensuite, pour déterminer zt, c'est ce qu'on cherche. On va reprendre un raisonnement similaire en se souvenant bien que le vecteur vitesse est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Donc que Vz est la dérivée de z de t, la composante du vecteur position sur l'axe OZ par rapport au temps. On obtient du coup la composante de zt qu'on cherche en intégrant cette fois celle du vecteur vitesse par rapport au temps. On cherche donc une fonction qui a pour dérivée moins gt. On retrouve z de t est égal à moins 1,5 de gt carré plus une constante d'intégration. Et là encore, pour déterminer la constante d'intégration, comme tout à l'heure, pense bien qu'il faut utiliser les conditions initiales du vecteur position précisées dans l'énoncé. On nous dit qu'au départ, donc à t égale à 0, l'altitude est notée z départ, sans nous indiquer de valeur. Donc on va simplement utiliser cette notation. En remplaçant dans l'expression qu'on vient de déterminer pour zt t par 0, on retrouve que la constante d'intégration est égale à z départ, l'altitude de cette personne au début de la chute. Et on a ainsi établi, dans le cadre du modèle de la chute libre, l'équation horaire de l'altitude du centre de masse en fonction de t, g et de l'altitude au départ. J'espère avoir été clair et que tu as bien compris ce raisonnement qu'on retrouve dans de nombreux exercices. Bonjour! On s'attaque dans cette vidéo à la correction détaillée d'un exercice classique de mécanique qui va te permettre de bien réviser les connaissances et les méthodes à maîtriser pour un contrôle ou pour le bac. On va étudier le mouvement d'un homme canon, assimilable à un projectile, dans le champ de pesanteur uniforme terrestre. Comme d'habitude, tu peux retrouver en description l'intégralité du sujet à télécharger pour d'abord t'entraîner à le faire seul. La première partie s'intéresse à l'étude énergétique du vol.
On commence tout de suite avec la première question. Exprimer l'énergie mécanique du système à la date t égale 0 secondes. Cette première question nécessite de bien connaître la définition de l'énergie mécanique d'un système. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'énergie mécanique, c'est tout simplement la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle, aussi appelée énergie potentielle de pesanteur. Pour l'exprimer à la date demandée, il faut remplacer l'énergie cinétique et l'énergie potentielle par leurs expressions respectives qui sont également à connaître. L'énergie mécanique est donc égale à 1 demi de la masse multipliée par la vitesse au carré, ça c'est l'expression de l'énergie cinétique, puis la masse multipliée par g multipliée par z. Z c'est l'altitude du système. Et cette partie correspond à l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur. Du coup, on peut écrire qu'à la date t égale 0 secondes, en prenant soin d'utiliser les notations de l'énoncé, que l'énergie mécanique en G0, ici, est égale à 1 demi de la masse fois V0 au carré, plus la masse multipliée par G, multipliée par grand H. Grand H correspondant à son altitude à cet instant. La question suivante demande de s'appuyer sur un raisonnement énergétique pour déterminer la vitesse du système à l'arrivée dans le filet. Il faut que tu saches exploiter la conservation de l'énergie mécanique dans le cas du mouvement dans un champ uniforme, comme celui-ci. Je te rappelle que de manière générale, au cours d'une chute libre sans frottement, autrement dit si le système n'est soumis qu'à son poids, l'énergie mécanique se conserve. La diminution de l'énergie potentielle est compensée par l'augmentation de l'énergie cinétique. Mais ça, on va y revenir après. On peut donc écrire cette égalité, avec GF qui correspond au point d'arrivée dans le filet. Et une fois que l'on a rappelé cette conservation, il suffit tout simplement de remplacer chaque énergie mécanique par son expression, comme je te le fais ici, puis de simplifier. D'après le schéma, petit h et grand H sont égaux. Donc, je peux simplifier à gauche et à droite. Puis encore simplifier par 1 demi multiplié par m. Pour retrouver que V0 carré est égal à VF carré, avec VF la vitesse du système à l'arrivée dans le filet. Et finalement, que VF, ce qu'on cherche, est égal à V0, donc est égal à 31 mètres par seconde. Pour répondre à la dernière question de cette première partie, je vais reprendre une remarque que je t'ai faite au début de la question précédente. Au cours d'une chute libre sans frottement, l'énergie mécanique se conserve, ce qui veut dire qu'elle reste constante au cours du mouvement, et on n'oublie pas qu'elle est égale à la somme des deux autres. On peut alors représenter sur la copie, sans souci d'échelle, l'évolution des énergies en fonction du temps. Dans la première phase du mouvement, l'altitude du système augmente tandis que sa vitesse diminue. Du coup, son énergie potentielle augmente et son énergie cinétique diminue. Je t'ai remis ici les expressions pour t'aider à bien comprendre cette représentation. Et c'est l'inverse qui se passe dans la seconde phase du mouvement. Petite remarque, la représentation ici est faite sans souci d'échelle, mais j'ai tout de même pris soin de faire commencer l'énergie potentielle de pesanteur au-dessus de 0, puisque l'altitude initiale est différente de 0. Elle est égale à 8,0 mètres d'après le schéma. Et j'ai positionné EM en tenant compte qu'elle correspond à la somme de l'énergie potentielle de pesanteur plus de l'énergie cinétique. On termine ainsi la première partie de cet exercice. Les deux premières questions de la deuxième partie sont vraiment à maîtriser parfaitement. On les retrouve dans la plupart des exercices de mécanique sur l'étude des mouvements dans un champ de pesanteur uniforme ou dans un champ électrique uniforme. Elle guide ici le candidat pour arriver à déterminer les équations horaires du mouvement. C'est quelque chose dont tu as beaucoup entendu parler dans ce chapitre. C'est l'occasion de bien te rappeler toute la méthode étape par étape pour que tu comprennes bien et pour que tu la maîtrises pour tes futurs exercices. Pour ça, il faut tout simplement commencer par appliquer la deuxième loi de Newton au système. Et on prend soin pour plus de rigueur de rappeler que cela se fait dans un référentiel terrestre supposé galiléen, comme c'était d'ailleurs bien écrit dans l'introduction de cet exercice. On écrit donc que la somme des forces extérieures appliquées au système est égale à la masse multipliée par son vecteur accélération. La somme des forces ici, eh bien, c'est tout simplement le poids, c'est la seule force qui s'exerce sur le système, que je remplace par son expression, m fois g, et on simplifie chaque membre par m, pour retrouver cette égalité. Pour parvenir ensuite à l'expression des coordonnées du vecteur accélération du système pendant le vol, ce qu'on cherche, une fois arrivé à ce résultat, il suffit de projeter le vecteur g, le vecteur champ de pesanteur, sur les axes du repère proposé sur le schéma de la situation. Sur OX, on trouve 0, et sur OZ,
moins g, tout simplement puisque le vecteur g a la même direction, mais un sens opposé à OZ. Ensuite, à partir des coordonnées du vecteur accélération, on peut en déduire les équations horaires assez facilement en suivant toujours la même méthode. D'abord, par définition, comme le vecteur accélération est égal à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, eh bien les primitives des coordonnées du vecteur accélération permettent d'obtenir celles du vecteur vitesse. Je commence donc par écrire tout simplement celle du vecteur accélération, puis on va venir chercher les primitives. Et j'en profite ici pour te rappeler les trois types de primitives que tu dois bien connaître et dont on se sert régulièrement en mécanique. Je te remonte tout ça bien en détail pour cet exemple. AX égale à 0, donc sa primitive est une constante, que je note ici C1. Pour AZ qui est égal à moins G, qui est une constante, sa primitive est de la forme moins GT plus une deuxième constante. Il faut ensuite bien te souvenir qu'on doit utiliser les conditions initiales pour déterminer les constantes d'intégration, C1 et C2. Donc pour ça, tu analyses tout simplement l'énoncé pour retrouver les coordonnées du vecteur vitesse à l'instant initial, donc les coordonnées de V0. Ici, une projection de vecteurs sur les axes OX et OZ était nécessaire. C'est un savoir-faire à bien maîtriser que je t'ai détaillé dans une vidéo de cours complète, que je te remets éventuellement en description ici si besoin. Tu pouvais aussi éventuellement t'aider du résultat pour t'aider à les retrouver. On va le refaire ici ensemble rapidement. V0x est ici, c'est le côté adjacent, et on veut l'exprimer en fonction de l'hypoténuse de V0. C'est bien le cosinus de l'angle qui permet de relier le côté adjacent et l'hypoténuse. V0x est égal à V0 cos alpha. De même, V0z est ici, c'est le côté opposé, et c'est le sinus de l'angle qui permet de relier l'hypoténuse et le côté opposé. V0z est égal à V0 sin alpha. Ce sont bien des constantes qui ne dépendent pas de la variable petit t, du temps. On retrouve ainsi les coordonnées du vecteur vitesse. On poursuit en reprenant la même méthode pour déterminer celle du vecteur position et en déduire ainsi les équations horaires du mouvement. Le vecteur vitesse est défini comme la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Donc de la même manière, les primitives des coordonnées du vecteur vitesse permettent d'obtenir celle du vecteur position. Et je t'ai également remis ici les différents types de primitives qui permettent de déterminer les coordonnées du vecteur position. On utilise encore les conditions initiales pour déterminer les constantes, C3 et C4. À l'instant t égale à 0 secondes, le centre d'inertie du système se trouve ici. Donc les coordonnées de OG0, c'est x0 égale à 0 qui correspond à C3, et z0 est égal à grand H qui correspond à C4. Et c'est parfait, on est rassuré, on retrouve ainsi bien les équations horaires du mouvement de l'homme canon pendant le vol qui nous étaient proposées dans l'énoncé. Petite remarque avant de terminer la correction de ce sujet. Lorsque tu bloques sur une question et qu'on te donne le résultat à retrouver, comme ici, tu as parfaitement le droit de t'en servir pour faire les questions suivantes. C'est aussi là pour ça. Typiquement ici, si un candidat ne sait pas répondre à la question 5, il peut parfaitement continuer les suivantes en s'aidant de ce résultat. Allez, on y va pour les 3 dernières questions. Question 6. Donnez la valeur de la coordonnée z de t lorsque le système entre en contact avec le filet de protection. C'est ici une simple analyse du schéma qui permet d'en déduire que la valeur de la coordonnée zt, autrement dit l'altitude, lorsque le système entre en contact avec le filet de protection, est de 8,0 mètres. Question 7. En déduire la valeur de la durée du vol, puis celle de la longueur de la portée. Ce n'était pas explicitement demandé dans le sujet, mais pour t'aider à bien comprendre, je te rappelle d'abord ce que c'est que la portée. C'est tout simplement la distance horizontale parcourue par le projectile entre le moment où il est lancé et celui où il retombe sur le sol, ou le moment où il atteint la même altitude que celle de sa position initiale, comme dans cet exercice. On peut donc écrire, là encore en reprenant bien les notations de l'énoncé, que z à l'instant tv est égal à grand H. Et je reprends l'équation horaire précédente en remplaçant t par tv. Ensuite, en soustrayant grand H dans chaque membre, on retrouve cette expression. On a ici une équation du second degré que l'on va chercher à résoudre pour déterminer tv. On peut d'ores et déjà éliminer une solution évidente, tv égale à 0 secondes, qui correspond à l'instant initial du tir. C'est bien la deuxième solution qui nous intéresse.
lorsque le projectile arrive ici, dans le filet. On peut alors diviser par TV, puisque TV est différent de 0 secondes, on vient de le dire, pour retrouver cette expression. Puis, comme on a les valeurs des différentes grandeurs, on peut effectuer une application numérique en veillant bien lors de l'utilisation de la calculatrice que les angles sont en degrés, comme ici alpha est exprimé en degrés. Fais bien attention à ça, car souvent les calculatrices sont par défaut en radians. Il faut donc aller dans les réglages. On conservera bien deux chiffres significatifs pour exprimer le résultat de ce calcul. C'est à l'aide de la deuxième équation horaire que l'on va pouvoir déterminer l'abscisse du système à cet instant, ce qui correspond finalement bien à la portée, à la distance horizontale parcourue par l'homme canon, en remplaçant tout simplement T par TV et en réalisant l'application numérique. J'ai pris soin ici, pour une meilleure précision, d'utiliser cette expression de TV plutôt que le résultat arrondi. La dernière question du sujet nous guide pour interpréter le résultat obtenu en le comparant au record homologué ce jour-là. On remarque que la longueur estimée par ce modèle est environ 2 fois plus grande que celle du record de 56,64 mètres établi ce jour-là. La deuxième partie de la question nous invite à expliquer cette différence. On peut dire que cela suggère que le modèle utilisé ici de la chute libre sans frottement n'est pas valable. En réalité, les forces de frottement de l'air jouent un rôle non négligeable, réduisant la portée réelle par rapport à celle théorique en chute libre. Dans cette vidéo, on va s'intéresser au mouvement dans un champ de pesanteur uniforme. C'est un grand classique du programme de mécanique en terminale, et on va d'ailleurs corriger l'extrait d'un sujet de bac pour aborder cette notion. On s'intéresse ici au mouvement d'un ballon dans un référentiel d'étude supposé galiléen et décrit avec cette figure, donc avec une vitesse initiale. On demande dans un premier temps l'expression des coordonnées du vecteur accélération dans ce repère. Quand on te parle de référentiel galiléen et de vecteur accélération, il faut que ça te fasse penser à la seconde loi de Newton. C'est elle qui constitue souvent le point de départ d'une étude en mécanique, puisqu'elle permet justement de lier le vecteur accélération à la somme des forces auxquelles le système est soumis. Somme des forces égale ma. Ici, comme il est bien précisé qu'on néglige l'influence de l'air, la seule force qui s'exerce sur le ballon, entre l'instant de la frappe et celui de l'impact sur le sol, c'est son poids. C'est une situation bien connue dans laquelle on dit que le système est en chute libre. On remplace ensuite P par son expression, m fois g, puis en simplifiant par m chaque membre, on retrouve ce résultat. Lors d'une chute libre, le vecteur accélération du centre de masse du système est constant et égal au champ de pesanteur petit g. D'après la figure 1, g est vertical et orienté vers le bas. On en déduit ainsi les coordonnées du vecteur accélération dans le repère donné proposé sur cette figure en projetant sur l'axe OX et l'axe OY. AX est égal à 0, la composante du vecteur g sur OX est bien égale à 0, et AY égale moins g. On retrouve bien le signe moins, puisque le vecteur g est dans le sens opposé à OY. Voilà pour cette question. On vient de retrouver les coordonnées du vecteur accélération. On demande ensuite de retrouver les équations horaires du mouvement. Je te rappelle que les équations horaires, ce sont les équations qui permettent de représenter l'évolution de la position au cours du temps. Donc on nous demande finalement ici de remonter jusqu'aux coordonnées du vecteur position. Et ça, on va pouvoir le faire facilement par intégration successive. Détaillons ça ensemble tranquillement. Je commence par te rappeler que par définition, le vecteur accélération est égal à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Cette égalité permet de relier l'accélération et la vitesse. On obtient les coordonnées du vecteur vitesse en intégrant celles du vecteur accélération. Donc on cherche les primitives. Je te remets ici les coordonnées de A, déterminées juste avant. Petit rappel de maths, la primitive d'une fonction nulle est une fonction constante. Constante que je note C1 et qu'on va déterminer juste après. La primitive d'une fonction constante est une fonction affine. Tu peux d'ailleurs facilement vérifier qu'en dérivant ces coordonnées, c'est-à-dire en dérivant les coordonnées du vecteur vitesse,
on retrouve bien celle du vecteur accélération. Pour l'étape suivante, on utilise les conditions initiales de la vitesse pour déterminer les constantes d'intégration C1 et C2. À t égale à 0 secondes, d'après la figure 1, les coordonnées du vecteur vitesse sont les suivantes, notées v0x et v0y, et sont donc respectivement égales aux constantes d'intégration C1 et C2. On peut retrouver ce résultat facilement en remplaçant dans l'expression des coordonnées de la vitesse t par 0. Si on remplace par exemple ici t par 0, on retrouve bien que v0y, la composante du vecteur vitesse sur l'axe OY à t égale 0 secondes, est égale à C2. Je peux maintenant remplacer C1 et C2 et exprimer les coordonnées du vecteur vitesse. Ensuite, avec ça, pour arriver jusqu'aux équations horaires, je vais passer par l'expression du vecteur vitesse, qui est égale à la dérivée du vecteur position. En termes de notation ici, je suppose que grand M est le centre de masse du ballon. Du coup, comme tout à l'heure, on obtient les coordonnées du vecteur OM, les équations horaires qu'on cherche, en intégrant celles du vecteur vitesse, en recherchant, là encore, les primitives. On primitive par rapport au temps bien sûr, qui est notre variable, d'abord Vx. On trouve V0x t plus une constante, puis moins gt plus V0y. On trouve moins 1 demi de gt carré plus V0y fois t plus une constante. Là aussi, on peut facilement vérifier ce résultat. On retrouve bien les coordonnées du vecteur vitesse en dérivant les coordonnées du vecteur position. Et comme tout à l'heure, on continue le raisonnement et on utilise maintenant les conditions initiales de la position pour déterminer les constantes d'intégration C3 et C4. À t égale à 0, le ballon se trouve ici, à l'origine du repère de coordonnées 0, 0, qui correspondent aux constantes d'intégration C3 et C4. On en déduit finalement bien les équations horaires du mouvement proposées dans l'énoncé. Voilà pour la méthode pour retrouver les équations horaires du mouvement dans un champ de pesanteur uniforme. Si tu veux réviser ton chapitre sur les mouvements dans un champ électrique uniforme, tu es au bon endroit. Je t'ai sélectionné un exercice complet extrait d'un sujet de bac avec des questions classiques qui vont nous permettre de revoir les connaissances et savoir-faire à parfaitement maîtriser sur les forces et champs électriques, la deuxième loi de Newton et les équations horaires. Comme d'habitude, j'ai pris soin de te préparer une correction détaillée pas à pas, avec des rappels, des astuces et les pièges à éviter. Je t'encourage à mettre la vidéo en pause pour d'abord essayer de le faire seul. Allez, c'est parti. Le contexte de l'exercice. Même si cela peut paraître évident, je vais commencer par te conseiller de prendre le temps de lire l'énoncé qui précède les questions. Cette première lecture est importante pour connaître le contexte de l'exercice. On étudie ici un dispositif qu'on appelle un canon à électrons, utilisé dans les scanners à rayons X. On prend soin de nous expliquer qu'on chauffe un filament cathodique qui émet des électrons. Ces électrons sont ensuite accélérés entre deux plaques métalliques grâce à une différence de potentiel, notée U. Entre ces deux plaques, il règne un champ électrique uniforme. Et l'électron, lui, part au repos depuis la cathode, l'origine du repère. Notre but, c'est de décrire son mouvement jusqu'à l'anode et de relier tout ça à la tension nécessaire pour produire des rayons X. On est donc dans un contexte classique du chapitre qui étudie les mouvements dans un champ électrique uniforme. Rentrons maintenant dans le vif du sujet avec les questions. Première question, on doit reproduire la figure 2 et tracer entre la cathode et l'anode, sans préciser l'échelle, d'abord le vecteur champ électrique, supposé uniforme, puis la force que subit un électron situé en un point de l'axe OX. Premier petit rappel de cours, le champ électrique, E, est toujours dirigé du potentiel le plus élevé vers le potentiel le moins élevé, c'est-à-dire du plus vers le moins. Ici, sur le schéma de la figure 2, on n'a pas d'indication directe avec des plus et des moins pour repérer la borne positive et négative. Mais pas de panique. Autre conseil que je te répète souvent, si tu es bloqué et que tu ne sais pas comment répondre, prends le temps de relire l'énoncé, c'est ton meilleur allié.
On peut lire ici qu'un filament cathodique, borne négative, et une anode tournante, borne positive. Parfait. Je complète du coup les bornes plus et moins sur la figure, mais surtout le vecteur champ électrique, comme on vient de le dire, orienté du plus vers le moins. Autrement dit ici, de l'anode vers la cathode. Intéressons-nous maintenant à la deuxième partie de la question, la force électrique. Mais attention, ici on considère un électron, qui lui est chargé négativement. C'est important dans le raisonnement. C'est d'ailleurs bien rappelé ici dans l'énoncé. Regarde. Une charge négative, elle subit une force opposée au champ électrique. Autrement dit, si le champ E pointe vers la borne négative, la force subie par l'électron pointe, elle, vers la borne positive, comme je te le montre ici. Et c'est cette force électrique qui va accélérer l'électron vers l'anode, comme le suggère le contexte de l'exercice. Donc tu vois bien que la lecture initiale pouvait également t'aider à te souvenir de l'orientation de cette force. J'espère que jusque-là, tout est clair pour toi. Et on continue tranquillement. Question 2. Expression vectorielle de la force électrique. Là encore, petit rappel de cours, abordé dès la classe de première. Lorsqu'une particule portant une charge électrique Q est placée dans un champ électrique, elle subit une force électrique qui a pour expression vectorielle le produit de la charge et du vecteur champ E. Avec Q, la charge de la particule en coulomb. Cette relation, elle nous dit deux choses. D'abord que la valeur de la force dépend du champ et de la charge, et surtout, la direction de la force est opposée à celle du champ, puisque la charge est négative dans ce cas, puisqu'on étudie un électron. On retrouve ce qui est annoté sur le schéma précédent. C'est cette force-là qui va faire accélérer l'électron vers l'anode positive. Question 3. Application de la deuxième loi de Newton. Allez, on va maintenant s'intéresser à l'étude du mouvement. Quelle est l'accélération de l'électron dans ce champ? Pour relier les forces subies par un système à l'accélération, tu sais qu'en mécanique, on utilise la deuxième loi de Newton, aussi appelée principe fondamental de la dynamique. On prendra soin de préciser le système étudié et le référentiel d'étude. Notre système, c'est l'électron, et le référentiel d'étude, on indique qu'il est supposé galiléen pour pouvoir appliquer la deuxième loi de Newton. Somme des forces extérieures appliquées au système est égale au produit de la masse du vecteur accélération. Ici, il n'y a qu'une seule force à considérer, la force électrique. D'ailleurs, l'énoncé prend soin de te préciser que l'on peut négliger le poids. L'énoncé, toujours là pour te guider. Du coup, on remplace avec l'expression vectorielle de la force électrique indiquée à la question précédente, pour retrouver cette expression du vecteur accélération. Maintenant, il va falloir projeter sur les axes du repère. Pourquoi? Eh bien pour pouvoir obtenir les coordonnées du vecteur accélération, ce qu'on nous demande, dans le repère OXY. Autrement dit, pour obtenir AX, il faut projeter le vecteur E sur OX et idem pour AY. Déterminer les coordonnées de E dans ce repère OXY, ça revient à déterminer les composantes selon l'axe OX et selon l'axe OY. J'ai pris soin de te le détailler ici, si tu n'es pas très à l'aise pour l'écrire directement. Mais entraîne-toi bien, c'est quelque chose qui revient aussi très souvent. Pour EX, cela correspond à la projection selon l'axe horizontal. On cherche donc tout simplement de combien E avance sur cet axe. Et comme le vecteur champ électrique est collinéaire à l'axe OX, toute sa norme, qu'on note avec E majuscule, se projette entièrement sur cet axe. Mais attention, le vecteur E, il est orienté dans le sens opposé à celui de OX. Et c'est exactement pour ça que sa composante selon OX, qu'on note EX, vaut moins E et non pas plus E. Si le vecteur champ électrique et l'axe OX avaient eu le même sens, on aurait alors écrit que EX est égal à plus E. Ce résultat nous permet donc de retrouver l'expression de AX pour obtenir la composante de l'accélération selon X. Mais on n'arrive pas encore au résultat attendu dans l'énoncé, qui a cette forme-là, AX égale à E, U divisé par MD. Je t'ai remis ici la signification de U et de D, précisée dans l'énoncé. Est-ce que tu vois comment on va y parvenir? Pour ça, un nouveau petit rappel de cours peut être utile.
Dans le cas d'un champ électrique uniforme entre deux plaques parallèles, reliées à une tension U, la valeur du champ électrique est donnée par cette relation. E est égal à U divisé par D, où D est la distance qui sépare les deux plaques. Cette relation vient directement de la définition du champ électrique dans un condensateur plan, largement étudié en classe de première. Là encore, si tu avais un trou de mémoire, l'énoncé te guidait puisqu'on te précisait l'expression finale attendue. Allez, on a presque terminé cette question. Pour ça, on va s'intéresser maintenant à AY, pour l'axe vertical. Mais c'est beaucoup plus simple. Pourquoi? Eh bien parce que le vecteur champ électrique, il est orthogonal à l'axe OY. Donc, sa projection sur cet axe est nulle. Autrement dit, EY égale à 0, et donc AY égale 0. On retrouve ainsi bien que l'accélération de l'électron est uniquement horizontale, dirigée vers l'anode, ce qui confirme que son mouvement est rectiligne uniformément accéléré le long de l'axe OX. Si tu es arrivé jusqu'ici, je te félicite pour ta concentration et je te souhaite bon courage pour tes révisions. Question 4. On va maintenant s'intéresser à l'expression de la vitesse, Vx, et de la position, petit x. On cherche donc ici à établir les équations horaires de la vitesse et de la position. Là encore un grand classique à maîtriser pour l'étude des mouvements dans un champ électrique uniforme, comme ici, tout comme dans un champ de pesanteur uniforme. Tu vas voir que la méthode à suivre est exactement la même. Une fois qu'on connaît l'expression de l'accélération, on peut facilement obtenir la vitesse et la position en fonction du temps. Regarde bien ici. On commence par rappeler que le vecteur accélération est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Du coup, les primitives des coordonnées de A permettent d'obtenir celle de V. En intégrant, c'est-à-dire en calculant la primitive de AX par rapport au temps, on obtient l'expression de la vitesse. J'ai pris soin de te rappeler ici les trois primitives à parfaitement connaître pour le programme de terminale en physique-chimie. Petite remarque. Dans cet exercice, il n'était pas demandé de le faire pour les composantes selon OY, mais je te les ai notées à chaque fois, même si je ne vais pas m'attarder dessus dans les explications, puisqu'on pourra parfois te les demander. J'ai noté C1 et C2 les constantes d'intégration. Là encore, toujours la même méthode à connaître, et qu'on déroule tranquillement, ici, pour établir les équations horaires. On utilise les conditions initiales pour déterminer ces constantes. Pour ça, on va chercher les informations utiles dans l'énoncé. Il est bien noté ici qu'à l'instant initial, l'électron est situé au point O, et sa vitesse est considérée comme nulle. C'est ça qui permet d'en déduire qu'à la date t égale 0 secondes, en remplaçant donc ici t par 0, on retrouve ces résultats. On en déduit les coordonnées du vecteur vitesse de l'électron selon l'axe OX, noté ici Vx, comme demandé dans l'énoncé. Maintenant, pour établir l'expression de x, autrement dit les équations horaires de la position, on reproduit le même raisonnement, à partir de cette définition cette fois. Le vecteur vitesse est égal à la dérivée du vecteur position par rapport au temps. J'ai pris soin de noter grand M la position de l'électron pour t'aider à faire une analogie avec l'étude des mouvements dans un champ de pesanteur uniforme. En allant chercher les primitives, toujours à partir de ces trois formes à bien connaître, on établit bien l'expression de x attendue dans l'énoncé. Je t'encourage vivement à t'entraîner pour retrouver seul ces résultats. Ce sont vraiment des raisonnements et des méthodes classiques dans les exercices de mécanique. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as bien compris ou si tu as des questions. Allez, encore 3 questions. Pour la 5, on va s'intéresser à la date à laquelle l'électron atteint l'anode. On demande de donner l'expression littérale, TA, l'instant où l'électron atteint l'anode. Je commence tranquillement par indiquer ce que l'on cherche, à la date particulière à laquelle x est égal à d. Pour ça, on va évidemment utiliser l'expression de la question précédente que l'on vient d'établir, et en l'égalisant à d, la distance parcourue par l'électron, dans le cas de l'étude à la date TA, comme je te le montre ici. Allez, maintenant, c'est le moment d'être malin et rigoureux. Pas besoin d'avoir peur des lettres, il suffit d'y aller étape par étape. C'est simplement du calcul littéral. Prends ton temps et relis-toi pour éviter des étourderies qui peuvent arriver à tout le monde, moi le premier.
Crois-moi que je me suis relu un certain nombre de fois pour préparer cette correction. Plusieurs manières pour y arriver. J'ai d'abord ici multiplié dans chaque membre par tout ce qu'il y a au dénominateur dans le membre de droite. Donc j'ai multiplié par 2md pour retrouver cette expression. Ensuite, j'ai divisé par EU dans chaque membre, puis j'ai pris la racine carrée, et pour la dernière étape, j'ai simplement sorti d au carré de la racine, comme je te le montre ici. Cette relation permet de calculer la durée du parcours d'un électron entre les deux filaments pour une tension donnée. Question 6. On va s'intéresser à la vitesse de l'électron au niveau de l'anode. Grâce aux deux questions précédentes, on demande d'en déduire que l'expression de la vitesse de l'électron a cette forme-là. Comme c'est suggéré, je repars de l'expression de Vx et je remplace petit t par Ta. L'instant précis où l'électron est au niveau de l'anode. Donc en réutilisant l'expression de Ta établie à la question 5. Et c'est parti pour un nouveau tour de calcul littéral. Concentration, calme, rigueur et relecture. J'ai d'abord simplifié par petit d, puis élevé au carré. J'ai ensuite simplifié par E, U et M. Puis je retrouve le résultat en prenant la racine carrée. Et là on est rassuré puisqu'on peut vérifier le résultat obtenu avec celui indiqué dans l'énoncé. Parfait. Encore un petit effort pour la dernière question, dans laquelle on va faire le lien entre l'énergie cinétique et la tension. Pour répondre à la problématique de l'exercice, trouvez la tension minimale à appliquer entre la cathode et l'anode pour que le faisceau d'électrons parvienne à provoquer l'émission de photons X au niveau de l'anode. Si tu bloques sur ce genre de questions, ne panique surtout pas. Commence toujours par relire calmement l'énoncé. Je sais que je l'ai dit plusieurs fois lors de cette correction, mais il te donne souvent le lien clé. Ici, par exemple, la valeur de l'énergie cinétique évoquée au début de l'exercice. Et c'est à partir de là que tout devient logique. Ici, on s'intéresse donc à l'énergie cinétique que l'électron possède lorsqu'il arrive sur l'anode. Et on te dit qu'elle correspond à l'énergie d'un photon de 6,4 x 10 exposant moins 15 joules. Par définition, l'énergie cinétique vaut 1/2 de la masse fois la vitesse au carré. En remplaçant la vitesse par l'expression que l'on vient de trouver, on peut déterminer l'expression de l'énergie cinétique en fonction de U, ce que l'on cherche à calculer. Cela permet donc d'isoler et de calculer U, la tension recherchée, à partir des données de l'énoncé. On trouve un résultat de 40 kV. Cela veut dire qu'il faut une tension d'environ 40 000 volts pour produire des rayons X de cette énergie. Et ça, c'est exactement le principe du tube à rayons X. Les électrons accélérés par une forte tension frappent une cible métallique, ce qui produit les photons X utilisés en imagerie médicale. Bravo! Si tu es arrivé jusqu'ici, je te félicite pour ta concentration. Tu viens de réviser des questions essentielles à parfaitement maîtriser pour une évaluation et pour le bac sur le mouvement dans un champ électrique uniforme. Dans cette vidéo, tu vas pouvoir réviser l'étude du mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme. Je vais bien t'expliquer les méthodes à maîtriser pour cette partie du programme de terminale, en corrigeant ensemble cet extrait d'un sujet de bac tombé l'année dernière. Je te laisse le soin de mettre d'abord la vidéo en pause pour essayer de le faire seul. Les exercices sur les mouvements dans un champ uniforme, que ce soit dans un champ électrique comme ici, ou dans un champ de pesanteur, comme on l'a déjà travaillé dans d'autres vidéos, se ressemblent beaucoup. Ici, on étudie un système portant une charge électrique, une goutte d'encre, dans un champ électrique uniforme entre les bornes d'un condensateur. L'application de la deuxième loi de Newton permet de déterminer les coordonnées du vecteur accélération de la charge électrique. Ces coordonnées permettront d'obtenir les coordonnées des vecteurs vitesse et position qui donnent les équations horaires. Et c'est exactement ce qui est demandé dans cette première question et qu'on va faire ensemble. Pour être rigoureux, on va préciser qu'on est dans un référentiel terrestre supposé galiléen pour pouvoir appliquer la seconde loi de Newton. Somme des forces égale ma. Pour établir le bilan des forces qui s'exercent sur la goutte d'encre, pense évidemment à la force électrique Fe, qui s'exerce sur toute particule chargée placée dans un champ électrique. L'étude est ici simplifiée, comme souvent, puisqu'on nous indique, dans l'énoncé, qu'on négligera les autres forces, le poids et les forces de frottement. On peut alors remplacer Fe par son expression,
QE, puis exprimer le vecteur accélération. On ne perd pas de vue qu'on cherche à remonter jusqu'au vecteur position, en passant par le vecteur accélération, puis le vecteur vitesse. Tu sais qu'on peut obtenir les composantes du vecteur vitesse de la particule en intégrant celles du vecteur accélération par rapport au temps. Je commence donc par écrire les coordonnées du vecteur accélération dont on va avoir besoin. Pour ça, il va falloir projeter le vecteur champ électrique sur les axes du repère, OX et OY. Pour t'aider ici, je te conseille de bien le représenter sur un petit schéma au brouillon par exemple, ou directement sur le sujet. Il faut bien te souvenir de cette notion vue en cours. Entre les armatures d'un condensateur plan, le champ électrique est uniforme, perpendiculaire aux armatures et orienté de l'armature positive vers l'armature négative. On obtient ainsi ces coordonnées en projetant sur les axes, puisque le vecteur E est bien dans le sens opposé à l'axe OY. Et enfin, on en déduit celle du vecteur accélération en remplaçant EX et EY, tout simplement. J'en profite pour te remettre ici un petit rappel sur les 3 primitives à parfaitement connaître pour tes différents exercices de mécanique en terminale. Ici, on va se servir uniquement des 2 premières. Lors de l'intégration de AX et de AY, les primitives font apparaître des constantes qui correspondent aux conditions initiales du mouvement. Soit ici, les coordonnées du vecteur vitesse initiale V0 de la particule qu'on va devoir analyser et exploiter, et que je te repasse ici en couleur. On va donc le projeter sur OX et EY pour déterminer ces coordonnées. Ici, à t égale à 0, on obtient ces coordonnées-là pour le vecteur vitesse V0. On en déduit alors simplement les coordonnées du vecteur vitesse en remplaçant C1 et C2. On continue tranquillement pour remonter jusqu'au vecteur position, en intégrant, là encore, les coordonnées du vecteur vitesse que l'on vient de déterminer par rapport au temps. Les primitives font à nouveau apparaître des constantes qui correspondent aux conditions initiales du mouvement. Soit ici, les coordonnées du vecteur position initiale de la goutte d'encre, que j'ai pris soin de noter au M0. C'est cette information-là de l'énoncé qui me permet de déterminer que ces coordonnées sont nulles, puisqu'à t égale à 0, la goutte d'encre se trouve au niveau de l'origine du repère. On en déduit ainsi les coordonnées du vecteur position et les équations horaires xt et y de t. Pour finir à exploiter ces équations horaires, on va répondre à la question suivante. Comme on vient de le voir, les coordonnées du vecteur position donnent les équations horaires du mouvement. Et en éliminant le temps de ces équations, il est possible de déterminer l'équation de la trajectoire du système dans un champ électrique uniforme. Finalement, ça revient à suivre 2 étapes simples. À partir de l'équation horaire x de t, on exprime le temps, comme je te le montre ici, en divisant par V0 chaque membre. Puis on le substitue dans l'autre équation horaire, y de t, pour obtenir l'équation de la trajectoire, c'est-à-dire y en fonction de x. Substituer, ça veut dire remplacer, comme je te le montre ici. Ouf, on est rassuré, on retrouve bien l'équation qui était proposée dans le sujet. Bonjour! Dans cette vidéo, je te propose de réviser toutes les notions importantes à connaître sur la force électrique subie par une particule chargée qui est placée dans un champ électrique. Pour ça, on va étudier l'exemple du condensateur plan, un cas classique que tu rencontreras souvent dans des exercices. Un condensateur plan, qui peut se représenter comme ça, est constitué de 2 armatures. L'une est chargée positivement et l'autre est chargée négativement. Ce que tu dois retenir, c'est que la différence de charge entre les armatures, c'est ce qui crée un champ électrique, qui est noté avec un E majuscule. Il faut également que tu retiennes ces caractéristiques pour pouvoir le représenter correctement. Il est toujours perpendiculaire aux armatures et orienté de l'armature positive vers l'armature négative, comme tu peux le voir ici. Ce champ électrique a également la particularité d'être uniforme. Uniforme, ça veut dire que la valeur, la direction et le sens de ce vecteur ne varient pas, quelle que soit la position considérée partout entre les 2 armatures. C'est pour ça que je peux le représenter à différents endroits, à l'identique, comme je te le montre ici. Sa valeur s'exprime dans cette unité, en volts par mètre. Et la présence d'un champ électrique, comme celui-ci, implique que toute particule portant une charge, qui se trouve à l'intérieur de ce champ, va subir une force appelée force électrique, tout simplement. Reprenons ça tranquillement pour bien comprendre. Lorsqu'une particule portant une charge électrique, que l'on va noter petit q, est placée dans un champ électrique, elle subit une force électrique qui a cette expression,
Fe égale Q fois E. Fe, c'est la valeur de la force électrique. Comme toutes les forces, elle est exprimée en newton. Q, c'est la charge de la particule, exprimée en coulomb, et E, la valeur du champ électrique, en volts par mètre. Mais là, attention, le sens de la force électrique va dépendre de la charge de la particule. Tu sais déjà qu'une particule peut être soit de charge positive, soit de charge négative, et cela va avoir des conséquences sur la force électrique. Regarde bien ici, on va reprendre les deux cas possibles pour que tu comprennes bien. Imaginons d'abord un proton qui est placé entre ces deux armatures, donc dans le champ électrique. Pour rappel, la charge électrique d'un proton, elle est positive. Elle est égale à plus E, c'est la valeur d'une charge élémentaire. Eh bien, cette particule, avec une charge positive, sera attirée par la plaque de signe opposé, de charge négative, comme je te le montre ici. A l'inverse, si on place un électron qui lui porte une charge électrique négative, moins E, il sera attiré par la plaque positive. Tu retrouves finalement ici quelque chose que tu connais probablement déjà. Deux charges de signe opposé s'attirent, tandis que deux charges de même signe se repoussent. En résumé, il faut que tu retiennes que la force électrique subie par une particule chargée est toujours collinéaire au vecteur champ électrique. Collinéaire, ça veut dire que si tu es amené à la représenter dans un exercice, souviens-toi bien qu'elle aura toujours la même direction que le champ électrique. Tu vois que la direction est aussi perpendiculaire aux deux armatures. Par contre, le sens, il va dépendre de la charge, donc analyse bien l'énoncé pour le déterminer. Si la charge Q est positive, les vecteurs force électrique et champ électrique sont orientés dans le même sens. Alors que si la charge est négative, les deux vecteurs sont orientés dans des sens contraires. Et enfin, pour calculer la valeur de cette force, une application numérique classique que tu dois savoir faire, pense bien à prendre la valeur absolue de la charge de la particule. Fe est égal à la valeur absolue de Q multipliée par E. La valeur de la force électrique, elle est toujours positive, même si la charge est négative. Cela n'a pas de sens d'exprimer une valeur négative pour un vecteur. Dans la prochaine vidéo, je te propose de corriger ensemble pas à pas un exercice sur ce thème. Bon courage pour tes révisions et à bientôt.